Aujourd'hui on va partir de Seriphos pour aller à Sifnos. Comme dirait Jean Le Cam, tac tac tac. Donc on est là, Seriphos, et on va partir comme ça jusqu'ici à Sifnos parce que les vents poussent comme ça. On est parti, il y a 20 nœuds de vent, on marche à 7-8 nœuds. On a le vent qui nous pousse, c'est pas mal, c'est un plaisir. Je viens à peine de finir la manœuvre, j'ai pas encore fini complètement de ranger. C'était assez venteux, hein, avec une houle très courte et pas mal de déferlantes sur le pont. Et regardez ce que j'ai trouvé. C'est quand même pas croyable cette histoire. Il est mort sur le pont. J'arrive pas à pêcher et les machins ils viennent sur le pont direct quoi. Du coup je vais le garder et je vais le découper et je le mettrai sur ma ligne de traîne. Voilà ce que c'est un mouillage rouleur. Pas de vent et une houle travers au bateau. Et le bateau qui roule du coup dans tous les sens. Donc vous imaginez bien que pour dormir c'est pas très agréable. Mais on doit faire avec.
Réveil sur Sifnos, mouillage un petit peu rouleur, le bateau qui bouge comme ça toute la nuit. Il n'y a pas beaucoup de vent encore, donc on va en profiter pour rejoindre la terre et aller visiter les quelques églises qu'il y a autour. Vous l'aurez compris, il y a plein de petites églises à vue du mouillage. Une fois arrivé en annexe sur la plage, il ne me reste plus qu'à parcourir le chemin pédestre côtier pour aller découvrir la partie sud de cette île. Sur Sifnos, les premières traces archéologiques d'occupation importantes datent de la période du Bronze ancien, 3 millénaires avant Jésus-Christ, date à laquelle elle appartenait à la civilisation des Cyclades. Il existe notamment des traces d'exploitation minière d'argent et de plomb datant de la première moitié de ce même millénaire. À la fin de l'exploitation, les galeries creusées étaient rebouchées, sans doute pour des motifs religieux. L'exploitation semble ensuite cesser au second millénaire. L'île fut colonisée par les Ioniens vers le début du premier millénaire. À l'époque archaïque, l'île était très riche grâce à ses mines d'or et d'argent. Lorsque les mines s'épuisèrent ou furent inondées, Sifnos s'appauvrit très rapidement. Puis à partir du Moyen-Âge, s'ensuit diverses possessions par les Byzantins puis les Ottomans, pour finalement être rachetés avec les autres Cyclades au royaume grec en 1832. Les églises orthodoxes de culture grecque sont un ensemble d'églises autocéphales, c'est-à-dire une église chrétienne dont le primat jouit d'une indépendance totale sur le plan juridique comme sur le plan spirituel par rapport à une quelconque autorité. Dans les églises orthodoxes, tous les évêques sont juridiquement et spirituellement égaux. Un patriarche, un archevêque ou un métropolite n'ont pas plus d'autorité ni de droit juridictionnel que n'importe quel autre évêque dans le territoire canonique d'un évêque voisin. Les orthodoxes représentent 98% des religions en Grèce.
Avec 280 millions de baptisés dans le monde, c'est la 3e plus grande confession du christianisme, juste après les catholiques et les protestants. Retour sur le voilier après cette petite balade où j'étais censé visiter plein de petites églises, mais en fait la plupart qui sont quand même marquées églises sur les plans sont des habitations privées, donc on ne peut pas les visiter. Sinon, après s'être occupé de la barbe, maintenant on va s'occuper du linge, faire un petit peu de lessive, parce que j'ai l'impression qu'en Grèce il n'y a pas de lavomatique, de laverie automatique. C'est que des pressings là où on dépose le linge et il n'y en a pas partout. Donc on va faire ça à l'ancienne. J'ai pas grand chose, mais à la main dans l'évier. Ça c'est censé se dissoudre dans l'eau normalement, non? Pourquoi là ça se dissout pas dans l'eau? Ah si, ça y est. Je dois avouer que je connais pas trop la technique. Bon, j'imagine qu'au lavoir vaut mieux prendre un vêtement par un vêtement, quoi, probablement. Bon, ici, c'est pas trop sale, c'est du synthétique. J'imagine que ça se mélange bien. Et vu la concentration du produit. Par contre, les machines à laver, ça dure 3/4 d'heure. Moi, je vais pas faire ça pendant 3/4 d'heure en fait. Voilà. Hein, je pense que là d'ailleurs, on commence à être pas mal, non? Surtout qu'après, il faut rincer. Hein. Avant de rincer, je sors quand même un peu pour bien retirer le savon. Parce que ça doit faire économiser un petit peu d'eau. Parce que tout ça quand même, ça consomme de l'eau. Hein. Et moi j'ai que 160 litres à bord. Et avec 160 litres, suivant, je tiens entre 10 et 15 jours. Quand je fais la lessive, ça va me faire perdre une bonne journée de consommation d'eau. Maintenant on va rincer à l'eau. Il va falloir rincer 2 fois. Hein. S'il y en a qui font ça aussi sur leur bateau, j'aimerais bien savoir leur technique. Notamment si vous rincez à l'eau de mer dans un premier temps et que vous finissez par un dernier rinçage à l'eau douce pour en économiser. Parce que là, clairement, un rinçage, ça suffit pas. L'eau est de nouveau savonneuse et sale. On va voir si 2 rinçages ça le fait, c'est bon.
Mais s'il en faut plus, ça fait quand même beaucoup d'eau, quoi. Deuxième rinçage. Voilà, là c'est pas mal. C'est pas mal, ça mousse presque pas. L'eau est quand même plus propre. On va faire un troisième rinçage. Je pense que le secret c'est de bien essorer entre chaque rinçage. Alors là ça me semble pas trop mal. Je vais essorer et puis après étendage. Là c'est essorage sommaire parce que avec le soleil, le vent et la chaleur qu'il fait dehors, à mon avis en 1 heure c'est réglé. Hein. Même pas. 3/4 d'heure. Le linge est plié, rangé, il a très bien séché. Je suis plutôt content du résultat pour un travail à la main. Ça prend du temps mais ça marche. C'est le dernier soir sur Sifnos et son mouillage bien rouleur. Demain on va quitter l'île pour aller sur une autre île à Ios. On refera le plein d'eau là-bas, le plein de nourriture. Normalement il y a 2-3 monuments antiques à visiter. J'ai pas encore regardé la météo, j'espère juste que ce sera plus calme que la dernière fois. Et après Ios, c'est Santorin qui nous attend. J'y suis allé une fois déjà, j'en ai gardé un super souvenir. C'est juste un peu compliqué de trouver une place pour un voilier. Mais je perds pas espoir. J'ai 2-3 spots en tête. Après Santorin, l'idée c'est de continuer vers l'est. De remonter un petit peu au nord et de revenir tranquillement. Il reste une vingtaine de jours, donc au moins une dizaine d'îles à faire, peut-être un peu moins. On n'aura jamais assez de temps pour tout faire, comme d'habitude. Il ne faut pas trop se mettre la pression par rapport au timing. Si on ne fait pas tout, c'est pas très grave. On reviendra une autre fois. C'est le départ de Sifnos pour Ios. L'annexe est juste à couple. Du coup je l'ai mis à couple pour mettre le moteur hors de l'eau, remonter l'annexe sur le bateau et la ranger. C'est une opération presque quotidienne sur le bateau et comme ça je vous montre comment je fais. D'abord on va s'occuper du moteur. Du coup j'ai ce palan que je baisse. Et que j'amène près du moteur, qui me servira à le lever. Ensuite, je passe par là. Je monte sur l'annexe. Hop. Là, je récupère le palan. Et je l'accroche ici. Je ferme bien d'abord l'arrivée d'essence et le dégagement d'air. Hop. Une fois que là c'est pris, je reviens par là.
Là, je la sécurise juste, histoire que si jamais je fais une fausse manip, bah, le moteur tombe pas au fond de l'eau. À ce moment-là, je peux commencer à dévisser. Et une fois que c'est dévissé, je peux le sortir de l'eau. Et comme ça, je le laisse au-dessus de l'eau. Là, il faut alors remonter sur le bateau. Hop. Et là, on tire sur le palan. On remonte le moteur. Et on le met sur sa chaise. Et à ce moment-là, on peut resserrer pour le verrouiller sur sa chaise. Ensuite, il faut s'occuper de l'annexe. Donc l'annexe, on l'amène à l'avant. À l'avant, je la sécurise toujours pour si jamais je fais une fausse manip, bah, elle part pas au large. Je la ramène ici, je la lève, là je la bascule un peu, comme ça permet à l'eau qu'il y avait à l'intérieur de bien se vider. Vient l'étape physique où il faut la monter. C'est monté. Et là je la mets à l'envers pour qu'elle sèche bien avant de la plier. Et une fois qu'elle est sur le pont à l'envers pour sécher, il faut toujours bien la sécuriser au plus court. Comme ça, s'il y a une bourrasque devant, elle s'envole pas. Une fois que c'est sec, on peut la retourner à nouveau. Et une fois que c'est retourné, on a ici les petits bouchons à dévisser. Pareil ici. Ensuite, il y a les bouchons du plancher. Et les bouchons d'espèces de plantes qui dérivent au milieu. On peut retirer la planche, le banc. On peut retirer l'amarrage. Et l'amarrage, en fait, va me servir à bien la rouler.
Même sur les bateaux, des fois, il y a des chiens qu'aboient, quoi. Et en plus, le chien, en 2 jours, je l'ai pas vu à la terre. Donc je sais pas où il fait ses besoins, mais pas cool. Maintenant que l'annexe est rangée, direction Yos. Juste avant de partir, je vous montre. On est ici. Je pense qu'il y a un petit défaut avec le GPS. Parce que là, sinon, ça voudrait dire qu'on n'est pas sur l'eau, mais sur la terre. Ça fait presque 1h30 qu'on est parti. On a fait 8,9 milles. On a plutôt bien marché au début, il y avait 24 nœuds dehors. On avançait à 7-8 nœuds, j'étais sous génois seul, j'ai pas voulu m'embêter avec la grand voile parce que ça souffle beaucoup et je savais qu'on allait partir faire que du portant. Là il reste 19 milles. Donc il nous reste à peu près 3 heures de navigation. En ce moment il y a 18 nœuds de vent, on marche à 6 nœuds 2. Donc c'est plutôt pas mal. Du coup on va aller à Yos, comme prévu. Et l'idée c'est soit de se mettre à quai si c'est possible, s'il y a une place. Comme ça, dès demain on peut faire plein d'eau et refaire des approvisionnements. Donc tout ce qui est courses alimentaires. Soit il n'y a pas de place, dans ce cas là on va au mouillage devant et on attend qu'une place se libère. Donc on est parti d'ici, on est là et on va ici. Donc on a fait un bon tiers de la route, il reste une vingtaine de milles à peu près. C'est tout droit, c'est au portant, c'est pas trop difficile, moins que la dernière fois en tout cas. D'arriver derrière, c'est Yos, c'est là où on va, et ça c'est Sikinos. Derrière moi là, on voit pas très bien avec cette caméra.
caméra, mais avec l'autre on verra mieux. C'est Santorin, c'est la destination d'après. Ouais, ça souffle fort. Toute la journée ça soufflait fort. On est bien arrivé à Ios et ici on mouille Kuake et à l'avant on met une encre. On mouille donc l'encre sur l'avant, pas de pendille. Aujourd'hui c'est visite de l'île de Ios. Il y a 2-3 monuments antiques à visiter. Il y a aussi la tombe d'Homère. Mais la tombe d'Homère c'est à l'autre bout de l'île donc ça fait un petit peu loin à pied. Effectivement, selon la tradition, Homère y serait mort et enterré. Cependant, comme je viens de le dire, c'est assez loin, à 12 km du port. Et il y a autant de choses intéressantes à voir, et bien plus proches pour un visiteur à pied. Ios mesure 17 km de long sur 7,5 km de large, pour une population d'environ 1800 habitants. L'île est principalement constituée de rochers composés de schiste, quartz et marbre. Le point culminant, Pyrgos, est situé à 713 mètres d'altitude. Elle fut conquise par l'Empire ottoman en 1537 et fut reconnue grecque un siècle plus tard. Pendant l'occupation de la Grèce, elle fut investie par les Italiens de 41 à 43, puis les Allemands jusqu'en 44 et enfin les Britanniques jusqu'en 1946. Depuis les années 1950, l'économie de l'île est surtout axée sur le tourisme, mais le changement climatique, la pénurie d'eau, ainsi que le déclin de la pêche et de l'agriculture en font toujours une terre d'émigration. Et là-bas c'est quoi?
c'est Santorin. Mais trêve de bavardage. J'ai choisi cette île pour la proximité immédiate de son port de 2 sites spectaculaires. Il faut tout de même sortir du village et couper à travers champs sur des sentiers très bien entretenus. Le premier site est le théâtre Odysseas Elitis, du poète grec éponyme ayant reçu le prix Nobel en 1979. L'amphithéâtre à ciel ouvert est construit uniquement avec du marbre venant de Ios. Il peut accueillir plus d'1 millier de personnes qui, chaque année, de mai à septembre, peuvent apprécier des représentations à l'abri du Meltem, vent fort venant du nord. En ayant une vue magnifique sur la mer Égée, avec Santorin pour horizon. Le deuxième site où je me dirige est bien plus vieux. Il date de l'âge de bronze, soit de 2200 ans avant Jésus-Christ à 900 ans avant Jésus-Christ. C'est le site archéologique de Skarkos. En raison de son état de conservation exceptionnel et de son ampleur, Skarkos est l'un des sites préhistoriques les plus importants de la mer Égée et surtout des Cyclades. Skarkos a fait l'objet de fouilles systématiques entre les années 1984 et 1997. Elles ont révélé un important établissement cycladique précoce, milieu du 3e millénaire, ce qui remonte à 3 millions d'années. Bon, ça fait sacrément longtemps. Puis datant de la fin de l'âge de bronze, plusieurs bâtiments à 2 étages, murs de 4 mètres de haut et un cimetière. Le village, qui couvre une superficie de 1,1 hectare, est le site le plus grand et le mieux préservé de la culture Kyros-Syros. On estime qu'il abritait entre 200 à 300 personnes. Mais prenons un peu de hauteur pour mieux apprécier tout ce spectacle. Bon, c'était du gros son bien violent. Mais j'aime ça de temps en temps et même si ça me fait plaisir de partager ces vidéos, c'est quand même un peu pour moi à la base. Maintenant, vous pouvez vous détendre. On va terminer cette séquence par des plans vidéo beaucoup plus conventionnels pour terminer dans le calme et l'apaisement.
Dernière soirée à quai. Demain c'est départ pour Santorin. On quitte l'agitation, le bruit et tout le monde autour. C'était quand même pas mal ici. Le port est bien abrité, puis c'est pas cher, c'est 26 € pour l'eau et 2 nuits. Demain direction Santorin. J'ai hâte. En Grèce, je bois pas l'eau que je charge dans les ports parce qu'elle a toujours un goût un peu salé ou j'y fais pas confiance. Du coup, j'achète pas mal de bouteilles d'eau que je stocke à bord du bateau. Donc j'ai principalement 2-3 endroits. Le premier, c'est ici. Là, il y a pas mal, il y en a plein, ça descend aussi. Et après là, c'est rempli de bouteilles d'eau aussi. Et ici, c'est la cachette. Ça, c'est les bouteilles d'eau gazeuse. C'est pour les jours de fête. Aujourd'hui, c'est départ vers Santorin. Je suis pas complètement rassuré parce que c'est assez compliqué de mouiller là-bas, voire presque impossible. Surtout si on veut un endroit à l'intérieur de la caldeira. Donc la caldeira, c'est le volcan qui s'est effondré. Sinon il y a quelques bouées, mais apparemment ça peut être très cher, 50 €. Bah, s'il faut payer ça, on payera ça, mais j'avais envie d'y rester au moins 2 jours, donc ça commence à faire un petit budget. Il y a encore beaucoup de vent, donc la navigation va être encore une fois pas très agréable. Il n'y a plus qu'à faire la manœuvre, avec 25 nœuds de vent de travers, et faut remonter la chaîne en même temps qu'on part. Je suis paré pour la manœuvre, donc j'ai sorti. Ça, c'est la télécommande du guindeau, la filaire, mais j'ai aussi celle-là. Et quand j'appuie dessus, j'ai l'ancre qui monte. Donc l'idée, ça va être de larguer les amarres et d'avancer et en même temps de retirer. Sauf que le vent nous pousse comme ça. Donc j'ai protégé ici, j'ai mis pas mal de pare-battes. Et puis après on largue les haussières et on y va. Donc on va larguer celle sous le vent en premier. Hop. Marche avant. Et on commence à remonter. Ça remonte. On est presque libre des bateaux. On est libre des bateaux. Je vais les voir devant l'ancre. L'ancre a l'air d'avoir croché sur un truc. Je vais la remettre au point mort. Petit coup de marche arrière. Allez, c'est bon, ça a l'air d'être débloqué. Je sais pas sur quoi on était. On a beau arriver. Hop.
Maintenant, on peut y aller. Et voilà. Hop, maintenant on peut mettre le pilote automatique. Et il faut tout ranger, les pare-battes, ranger la gaffe avant qu'elle s'envole. Et on peut dire au revoir au port et à la place. Au revoir. J'ai déroulé un tout petit peu le génois. Parce que là actuellement il y a 20 nœuds rafale à 25. Sauf qu'on est toujours abrité dans la baie. Du coup j'attends d'être dehors. Comme ça j'ajusterai la voilure comme il faut. De toute façon il y a une vingtaine de milles donc c'est pas beaucoup. Donc je suis pas en recherche de performance. Ça me fatigue un petit peu ce vent là tous les jours. En fait même au mouillage ou même à quai, t'as toujours peur que le bateau il lui arrive un truc, ça te réveille, tu dors pas bien. Je suis presque autant fatigué que quand je faisais des traversées de 3-4 jours en solo. Bon, va falloir que j'en panne parce que là-bas là, il y a la côte. Du coup va falloir empanner. Et après on va tailler par là-bas. Alors on va pas bien voir à la vidéo, mais à l'œil on voit Santorin là-bas. On est sous l'île, il y a des rafales à 35 nœuds, on marche à 7 nœuds 7. Donc on va rester comme ça, je vais pas envoyer plus de toiles, hein. 7 nœuds 7 c'est honorable. Ça serait bien que ça forcisse pas plus, hein, parce que 40 nœuds ça commence à être un peu lourd. Et le truc c'est que pour l'instant on est toujours abrité par l'île. Et une fois qu'on sera plus habité par l'île, j'espère qu'il n'y aura pas plus de houle aussi, quoi. Parce que la houle est très hachée, très courte, donc c'est pas agréable, le bateau bouge dans tous les sens. On est en train d'arriver à Santorin, ça se rapproche. J'ai hâte. J'ai préféré assurer le coup pour le mouillage. J'ai appelé Captain John
Et quelqu'un qui a des bouées, c'est bon, 50 €. Donc moi je suis sûr que le bateau sera safe. Donc l'idée c'est d'aller vite rejoindre la bouée. Comme ça ce soir on peut se faire un premier coucher de soleil en haut d'une montagne là. Et puis demain on va visiter Santorin. Et demain soir j'ai peut-être un plan pour être sur l'île au milieu, l'île qui est bien volcanique. On est arrivé à Santorin. C'est magnifique. Ça y est, je suis débarqué. Du coup, j'ai laissé le bateau derrière. Vous pouvez le voir là, c'est juste entre le gros bateau à voile et le bateau à moteur. Du coup, maintenant, c'est grosse montée pour aller profiter de la vue. Et la montée, c'est les escaliers en blanc là. Ça monte dur, je pense que j'ai dû faire la moitié là. Et plus on monte, plus c'est joli. Bon bah je suis arrivé en haut. Le seul truc c'est que quand tu es arrivé en haut, il y a toujours un petit peu plus haut. Et je pense que là-bas, le point de vue doit être à 360 degrés. Donc c'est là-bas qu'on va aller.
de retour sur le bateau. Va falloir se coucher tôt parce que demain je prends le bateau à 7h40. Alors oui, c'est pas ce bateau, hein. C'est le bateau qui m'emmène de l'autre côté. Du coup je laisse le mien ici et je prends un bateau qui m'emmène sur la grande île. Et le retour se fait à 17h20. Donc il faut être en forme parce qu'il va y avoir pas mal de marches et beaucoup de vidéos. Aujourd'hui je fais une infidélité à Résilience, mon voilier. Et je prends cet énorme bateau à moteur pour aller à Tira, de l'autre côté de l'île. Parce que ici je suis côté, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Et c'est tout petit en fait. Mais par contre il y a un mouillage sympa. Donc là on va aller jusqu'à Tira avec ce bateau. Et après on va marcher jusqu'à Oya. Ça c'est le bateau. Ça c'est le quai d'embarquement. Et maintenant, direction Tira. Alors par contre, si vous arrive de prendre ce ferry qui part normalement à 7h40, n'hésitez pas à venir au moins 20 minutes en avance, parce que là c'est 7h30 et on est parti. Alors en fait j'ai dit des bêtises. En fait là où j'ai monté c'était pas l'embarcadère. Et là on va à l'embarcadère. Et il est 36, donc tout va bien. Quand tu mets trop de mousse polyuréthane, elle tombe par terre. C'était une bonne idée, c'était pour rendre étanche le col de cygne. Sauf qu'au lieu de la retirer, bah maintenant carrément tu l'as pas.
Me voilà arrivé à Tira. Alors oui, pour monter tout en haut, je pourrais utiliser le téléphérique. Je pourrais utiliser des ânes. Mais est-ce que vraiment, une fois que j'arriverai en haut, je serai aussi content que si j'étais monté par les escaliers? Je sais pas. En tout cas, ils sont même pas attachés, les ânes. Et ils s'en vont pas. Alors que toute la journée, ils montent et ils descendent, quoi. Mais fou le camp. Bon ben voilà, je suis déjà essoufflé. Et franchement, on n'est pas mieux ici à transpirer et être essoufflé plutôt qu'à là-dedans. On est à plus de 600 marches là. Et on arrive au bout. Pour l'instant, il n'y a pas grand monde, c'est cool. En fait, c'était pas trop dur hein, parce qu'on était à l'ombre. Et ça, c'était cool. Santorin, ou aussi appelée Terra ou Tira, est la plus grande île de l'archipel éponyme. Son premier nom aurait été Calistée, en français la très belle ou la plus belle. Elle aurait été rebaptisée Terra à l'époque archaïque, en l'honneur du colonisateur Dorien Terra, fils d'Otésion, tous deux appartenant à la mythologie grecque. Avec les îles de Tiracia, nous avons laissé Résilience sur un coffre, et Aspronicie, elles forment les vestiges d'une ancienne et même île. Partiellement détruite il y a environ 3700 ans, par un immense effondrement et l'apparition d'une caldeira. Certains aiment à croire que Platon se serait inspiré de cette histoire géologique pour son récit de l'Atlantide. Mais revenons sur la caldeira, et plus particulièrement sa formation. Une caldeira est une vaste dépression circulaire ou elliptique, généralement d'ordre kilométrique, souvent à fond plat, située au cœur de certains grands édifices volcaniques et résultant d'une éruption qui vide la chambre magmatique sous-jacente, entraînant l'effondrement de la partie supérieure du volcan. Ou plus simplement, imaginez un volcan formé et refroidi depuis bien longtemps. Puis, à un moment, profondément sous terre, un immense espace, la chambre magmatique, se vide, par éruption ou par écoulement. C'est alors qu'en quelques heures seulement, le plafond de cette chambre s'effondre, entraînant avec elle tout l'intérieur du volcan, ce qui donne des falaises abruptes et circulaires. C'est exactement ce qui s'est passé à Santorin, ce qui a anéanti les habitants et a rejeté 40 à 60 km3 de magma sous forme de nuées ardentes. 2 brèches ont alors laissé la mer Égée remplir sauvagement toute cette étendue. Ce qui permet aujourd'hui à Résilience de venir tirer des bords dans des profondeurs atteignant 400 mètres. Imaginez bien la folie de cet événement. Ces formations sont autant rares que dévastatrices. Peu de ces événements ont été observés et encore moins font l'objet de mesures. À ce jour, seuls ceux du Piton de la Fournaise à La Réunion et du Kilauea à Hawaï ont fourni des enregistrements scientifiques permettant à l'avenir de donner l'alerte quelques heures avant son déclenchement visible. On sort de Tira, et maintenant c'est direction Houya, là-bas, tout au bout de la pointe.
première, c'est que c'est midi passé et qu'il reste encore au moins 2-3 km avant d'arriver à l'autre ville et que entre, bah, y a rien. Donc je vais pas pouvoir manger. Et la deuxième, c'est que sur ce petit chemin très étroit, où il y a quand même pas mal de monde, bah, j'ai envie de faire pipi. Sauf que du coup, bah, il n'y a pas vraiment d'endroit pour se moquer. C'est ce que j'ai un peu soif aussi. Ça fait pas mal de choses à gérer. Hein. Je crois que je vais faire un petit peu moins de vidéos pour marcher un petit peu plus vite et arriver plus rapidement devant une bonne assiette. Je me suis occupé du deuxième problème. Maintenant, on va pouvoir gérer le premier problème, aller manger. Malgré toutes ces piscines pour attirer les touristes, l'eau douce reste une denrée très rare sur cette île quasiment désertique, qui n'a que très peu de réserves et aucune source naturelle. Les habitants récupèrent traditionnellement dans des citernes l'eau de pluie tombée sur les toits. Il a donc fallu implanter une usine de dessalement d'eau de mer qui produit l'eau courante, maintenant potable. Pour ne rien arranger, la sécheresse du sol est recouverte d'une épaisse couche de cendres et son acidité ne permettent que très peu de culture. Mais outre la tomate cerise de Santorin, qui a obtenu de l'Union européenne une appellation d'origine protégée, on peut aussi y trouver une variété spécifique et très ancienne de vigne, l'Assyrtiko, au rendement très faible, 10 à 20% du rendement de la vigne française, mais naturellement très résistante au phylloxéra. Poussant à même le sol, sans aucun tuteur, les pieds sont plus espacés que partout ailleurs à cause de la sécheresse du sol. Leur principale source en eau est celle de la rosée et la brume d'origine marine. Maintenant que j'ai fini de manger, il est temps de se dépêcher d'aller au dernier point de vue. Et après, c'est bateau. Ça, c'est les escaliers à descendre pour aller jusqu'au port. Et le port est tout en bas. Et ça descend sec.
C'est quand même fou. Tous les chevaux, ils sont pas attachés et ils bougent pas. Tu viens les caresser, aucune réaction. Les machins, ils sont morts, quoi. Ils sont déprimés, quoi. Ils sont trop déprimés, mais oui. Il est complètement collé au mur et il bouge pas. Le bateau est là, on décharge, on monte dessus et direction voilier. Je quitte ce mouillage pour en rejoindre un autre par là-bas. On va regarder un petit peu sur la carte où est-ce qu'on va exactement. Où est-ce qu'on est, ça je sais. La journée n'est pas finie là, il est 18h passé, j'ai rangé l'annexe. Enfin, elle est toujours dans le cockpit. Là, surtout, c'est pas fini. On va essayer d'aller faire une toute petite marche, pas une rando parce que là aujourd'hui la rando c'est bon, sur l'île volcanique, voilà, parce que j'aime bien ces ambiances un peu lunaires. L'avantage c'est que le sac est déjà prêt, hein, parce que je ne l'ai pas rangé encore. Il est 7h passées, je suis au mouillage, je suis un couple d'un bateau de touristes en bois. Du coup on va se dépêcher pour essayer d'avoir encore un petit peu de lumière et de faire 2-3 plans vidéo de cette île volcanique. Alors faut juste espérer qu'ils soient sur le quai. Ouais, c'est bon, ils sont sur le quai, donc du coup je vais pouvoir débarquer tranquille. Hop. Et débarquer tranquille. Place gratuite. Il faut juste arriver une fois qu'ils ont terminé de bosser et partir le lendemain avant qu'ils arrivent. Ce qui tombe plutôt bien parce que demain je veux partir vers 7h parce qu'il y a quand même 50 000. Il va y avoir encore du vent. Donc je serai plus là quand ils arriveront. Il a l'air tout petit le bateau. Pourtant il fait quand même 12 mètres. Voici donc les roches volcaniques dont je parlais. Et les mouettes, les mouettes elles sont là.
C'est ici que la journée s'achève. Avec l'appareil photo et moi, je pense qu'on a bien travaillé aujourd'hui. Il est temps d'aller manger pour prendre un petit peu des forces, bien dormir, parce que demain, ça risque d'être sport.